Tantôt, tu as parlé, puis le mot est très important, tu as parlé de 1500 collaborateurs. Absolument. Tu n'as pas dit employés. Non, on n'utilise pas ce mot-là. Et combien de terminales? Des terminaux? 24 maintenant. Quand les gens lui demandaient pourquoi tu utilises ce mot-là, c'est compliqué. Là. Tu peux pas dire employé comme tout le monde. Puis là, il disait, il dit pour moi, un employé, c'est quelqu'un qui vient, Chercher une paye. Il vient chercher une paye, il punch in, punch out, tu sais. Puis il dit le collaborateur, il a envie de contribuer. Votre culture est tellement forte que vous êtes capable de donner du sens à vos collaborateurs et ils savent comment collaborer / contribuer. Puis c'est devenu super important pour nous, ce mot-là. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la relève 4e génération du groupe Morneau. Donc, Catherine et David, bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. On est Je suis vraiment contente que vous soyez là. Puis là, il était temps que vous veniez sur mon podcast. Je vous l'ai dit, là, j'étais à la 6e saison, puis j'ai pas eu le groupe Morneau encore. Fait qu'on a la chance de se côtoyer de part et d'autre depuis plusieurs années. On s'est rencontrés à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Vous avez déjà fait un de mes bootcamps, etc. On a la chance de suivre, de voir la belle évolution. Et je trouvais ça important qu'on vienne raconter l'histoire, des histoires inspirantes. Il y en a des belles au Québec. Puis pour moi, celle de la famille Morneau, c'est vraiment une belle histoire. Mais il y a non seulement l'histoire, mais il y a la relève et le futur que vous êtes en train de bâtir, cette espèce d'évolution-là qui, moi, me fait triper sans jamais perdre l'humain. C'est pas pire comme résumé, oui, ça? absolument. OK, fait que quand je me préparais justement pour l'entrevue, c'est un peu ça qui venait me chercher de dire j'aimerais ça comprendre. Fait que dans Histoire d'hypercroissance, la première demi-heure est toujours à comprendre l'humain. J'aime pas arriver directement dans l'entreprise. C'est quoi? C'est combien de camions? Combien de... Pas ça là, qu'on veut. Ouais. Moi, je veux comprendre, Catherine et David, Ouais. vous venez d'une famille d'entrepreneurs. Absolument. Ça a parti avant vous. Fait que peut-être, Catherine, me raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton parcours? D'où ça vient? C'est quoi tes études? Puis après, on fera un lien avec la famille. Oui, absolument. D'abord, on est né dans un petit village dans le Bas-Saint-Laurent, Saint-Arsène. Puis l'entreprise, nous, on habitait au 15 principal, l'entreprise était au 40 principal. Fait qu'on est un peu né dans l'entreprise, si je peux dire. Nos oncles, nos tantes, grands-parents, tu sais, Morneau, c'était notre vie. Tu sais, c'était notre aventure entrepreneuriale. Puis assez jeune, on avait le choix entre aller ramasser des fraises, des roches, faire les foins, ou aller travailler au bureau. Fait que moi, dans mon cas, je pense que je suis une des seules qui n'a pas ramassé de fraises. Moi, je l'ai fait. J'ai fait les roches, les foins, j'étais allergique. Non, blague à part, très, très jeune, moi, j'ai rentré... on a eu pas mal tout le même, je dirais, le même parcours, mais moi, je suis rentrée pour remplacer à la réception pour service à la clientèle, mais j'avais 13-14 ans maximum. OK. Là. Puis c'était combien de... C'était comme en gros à ce moment-là, tu sais, quand vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, là, mettons dans... On était dessus peut-être 250? Pas bien plus que ça. Là, on parle de 1995 environ. Ouais. Là, fait que c'était Je pas bien dirais, plus que on avait 2, 3, peut-être 7-8 terminales OK. au travers le Québec environ. On avait quelques-uns en Gaspésie, Montréal, Québec, peut-être le Lac-Saint-Jean. C'était beaucoup plus petit.
Oui. Puis, et moi, justement, je parlais un peu anglais, fait qu'il m'avait mis au service à la clientèle. Il y avait des appels des fois qui rentraient. Fait que assez tôt, j'ai embarqué, puis ça a vraiment été une formation. Je me souviens qu'il n'y a pas eu d'intégration. Là. Je me souviens qu'un matin, ils sont venus me chercher. Il n'y avait pas de onboarding bien défini. Ah non, j'étais à réception, puis on dit la fille du service à la clientèle est en arrêt de travail. Maintenant, tu changes de bureau, tu réponds au téléphone. Puis je me souviens que je savais à peine c'était quoi une palette. Là. Je me faisais une liste de vocabulaire de transport. Puis tout le monde était tellement occupé qu'il n'y avait pas grand monde qui avait le temps. Je posais mes questions en deux discussions. Mais ça a été une super bonne école. Puis j'ai travaillé là, comme étudiante pendant toutes mes études. Puis moi, je suis partie... j'ai étudié en langue puis à l'université en développement international parce que j'avais envie de me donner d'abord, j'avais une soif de découvrir le monde. Oui. Puis j'avais vraiment envie d'aller découvrir autre chose que ce dans quoi j'étais née, tu sais. Oui. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas de plan précis. J'ai jamais été une fille là, qui avait des plans de très, très long terme de dire « moi, je vais devenir présidente » ou au contraire, je serai pas dans l'entreprise. Moi, j'étais très moment présent, puis j'avançais. Bon, j'avais l'impression un peu de construire ma vie, là, puis j'étais encore comme ça aujourd'hui. OK. Au fur et à mesure. Fait que j'avais pas vraiment... fait que j'ai pas choisi mes études en fonction d'un métier précis. Je pense que je voulais juste explorer le monde. Puis je m'étais dit, ben si jamais je suis plus dans le transport, ben parler quelques langues, puis connaître le monde, ben ça va être bon dans toutes les genres d'industries. Oui. Fait que c'était pour m'ouvrir des horizons. J'aimais voyager. J'ai commencé à 15 ans par un échange au Mexique. Pendant 3 mois, toute une aventure de vie. Quand je vois une petite fille de 15 ans maintenant, je me dis, voir que mes parents, à cet âge-là, m'ont laissé partir 3 mois, jumelé avec un gars là-bas. Fait que j'étais chanceuse, justement. On a fait de la pluie puis le beau temps, mais j'avais vraiment soif d'aventure. T'étais aventurière. Absolument. Puis, mais en même temps, votre quotidien dans votre enfance, c'était tout le temps la business. Le transport, oui, absolument. Oui. Ça tourne autour de fait ça. Que de ton côté, toi, comment t'as vécu ça? Moi, comme Catherine, j'ai eu un onboarding un peu plus précis. Moi, à l'âge de 13-14 ans, on a commencé à travailler dans l'entreprise. Puis bon, ben les gars, ils allaient faire du déménagement à l'époque. On avait une division de déménagement. Oui. Fait qu'on partait l'été assis sur le banc du Halpeur d'un chauffeur, puis de Montréal, de Rivière-du-Loup jusqu'à Pabos en Gaspésie. Puis là, on ramassait les meubles, on faisait un déménagement d'un militaire qui déménageait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Donc, Pabos en Gaspésie jusqu'à Saint-Jean. Puis on voyageait comme ça les étés avec les chauffeurs. Ça a été... C'est des années très formatrices, des beaux souvenirs. Puis après ça, ben, les quais de transbordement, puis un petit peu de bureau au travers de ça. Puis 20 le cégep, j'ai fait de la logistique. J'ai eu un parcours quand même. Je savais un peu où je m'enlignais quand même. Tu voulais revenir dans le business, toi? Oui. Je pense que c'était une passion pour moi quand même de revenir dans l'entreprise. Puis... Le rôle d'André, le rôle de président aussi du groupe, les valeurs familiales de tout ça m'ont toujours intéressé quand même. Mais j'y ai fait mon chemin étape par étape. Puis cégep, logistique et transport, j'ai fait l'université en sciences de la gestion à l'UQAM et l'Université de Montréal. J'ai fait administration transport routier qui existait à l'époque. J'étais chanceux quand même d'avoir les programmes qui existaient encore plus. Puis droit des affaires à l'Université de Montréal pour terminer en 2008. Mais durant mes étés de stage, j'étais expédié comme à Montréal, admettons. Puis j'avais un onboarding de 3 mois bien établi. Mon père, André, à l'époque, avait été visionnaire quand même, je pense, puis il dit « Voici ton été ». Fait que c'était 2 semaines à l'informatique, 2 semaines aux projets spéciaux, 2 semaines à la répartition, 2 semaines c'est vraiment pour tout comprendre les facettes de la business. Puis pour comprendre exactement quelles étaient aussi, même pour découvrir moi-même quelles étaient mes passions. Oui. Quand on m'a assis au département tarifaire devant un ordinateur, des fichiers Excel, la directrice ressources humaines, 2 jours plus tard, elle passait à côté de moi et elle dit « Mon Dieu, t'as donc bien l'air malheureux, mon petit garçon, viens-t'en, on s'en va. » J'ai dit « T'as bien raison, je m'en vais. » Et j'ai détesté ça. Je suis un personnage plus extraverti un peu. Ouais. J'aime quand ça bouge. Et puis, bon, je suis tombé rapidement dans vente et développement par la suite. Et puis, j'y ai fait ma place en 25 ans pour que Catherine et moi, dans le fond, on avait un plan de match quand même établi aussi. En 2008, on s'est retrouvés au même moment dans une des divisions qui allait moins bien, dans l'unité d'affaires qui allait moins bien à l'époque. Puis, André, on finissait à l'université tous les deux. Puis il nous a dit en 2008, en bon français quasiment de même, vous la gérez ou moi je suis tanné là. Okay. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vous donne la chance ou c'est terminé? Okay. Puis 2 grands insouciants un peu, ben non. On va te gérer ça. Casse pas ta tête. On va s'organiser avec ça.
on s'est cassé la tête. Mais à ce moment-là, c'est là qu'on a commencé Quelle vraiment. belle école. Quelle belle école. Meilleure école. La vraie right? école de la vie. À quasiment 22 heures sur 24, à coucher sur le site pour être sûr certain qu'on on a appris vraiment fort, mais c'est là qu'on a appris à travailler ensemble. On a appris c'était quoi faire beaucoup. une crise d'anxiété en pleine nuit, par exemple. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 21 parce que j'avais fait un stage en développement international en Amérique centrale. Puis moi, j'avais peut-être l'intention, là, pendant quelques années, de faire ça. D'en profiter. Puis finalement, mon père vient me chercher à l'aéroport et au retour de Montréal pour descendre à Québec, il me dit j'ai parlé avec ton frère, là, j'aurais besoin de toi 2-3 mois. Moi, au départ, j'avais un mandat de 2-3 mois. Puis là, j'ai dit OK, parfait. Puis une fois que je suis rentrée dans l'entreprise, David est rentré au terminal de Montréal, moi de Québec. Là, ça a comme été... C'est là qu'on a compris c'était quoi l'entrepreneuriat. Puis là, c'est comme... Il me restait quelques cours à l'université, puis je me disais, oh mon Dieu, je vais-tu vraiment faire... Là, j'ai senti là, que... t'es tombé dans Potion Magique. L'entrepreneuriat. Exactement. Puis on a eu... et on n'a pas fait ça seul. Là, on a quelqu'un plus analytique et chiffre que nous qui est arrivé, qui a même pris par moment, à un moment donné, la direction générale. Il y a mon conjoint qui est rentré en opération. Sabrina, notre cousine Notre cousine est rentrée au RH. Fait on a bâti une équipe et ce qui était quand même impressionnant à ce moment-là, c'est que mon père n'a pas nommé au départ de... Il n'y a pas d'autorité. Là. C'était comme, je vous ai mis chacun dans des fonctions dans lesquelles je pense que vous avez du talent. Je vais venir vous voir une fois ou 2 semaines. Faites ce que vous avez à faire. Fait qu'on a appris aussi le travail d'équipe, la complémentarité. On se questionnait pas qui nous... On faisait ce qu'il y avait à faire. On s'est bâti un plan. Ça, c'est intéressant parce que ça s'est fait de façon très organique. Absolument. Et on n'a pas eu... à ce moment-là, on ne s'est pas questionné. On est-tu une équipe autonome? Non, c'est ça. Mais parce que quand tu regardes, mettons, sur la définition LinkedIn, puis tu vois co-président, là, tout le temps, boy, oui. Si vous saviez combien de personnes ne croyaient pas à ça. Exactement, mais c'est pour ça que je voulais vous avoir aussi, parce que combien de fois, moi, je suis arrivée dans des organisations, puis la coprésidence, il y en a tout le temps un qui veut prendre, à un moment donné, le dessus sur l'autre ou quelque chose comme ça. Là, il faut savoir que vous êtes frères et sœurs. Ouais. Ouais. Vous avez 16 mois de différence. Ouais. Là, on peut voir déjà en partant, vous avez des personnalités très complémentaires. Hein? On va le dire comme ça. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, OK? Mais on comprend que vous avez appris à travailler ensemble. Et à réaliser des projets ensemble. C'est pas, on vous a pas catapulté. Puis au début, il n'y avait pas le mot de président, coprésident. C'est juste travail, fais ce qu'il y a à faire. Oui. Puis vous avez appris. Il n'y avait aucune notion de ça. La seule chose qu'on a toujours gardé en tête, c'est qu'on était des relèves familiales. Dans le sens où c'est normal, tu es un petit peu plus regardé et écouté que... Fait on était conscients de ça, puis mon père nous avait dit, faites attention à votre posture. Puis, on a toujours eu cette conscience-là, mais c'était pas dans le but nécessairement de dire, c'est inévitable que c'est nous qui va finir à la direction. On savait qu'on avait un parcours à faire puis une crédibilité à gagner. Sinon... Puis selon vous, cette crédibilité-là, parce que vous aviez aussi d'autres membres de la famille, des cousins, cousines, il y avait quand même ça. Est-ce que c'est encore plus difficile dans ce contexte-là? C'est quoi comment vous vivez ça? Bien, c'est sûr que c'est pas évident. Quand tu portes le nom de famille, quand même, tu es observé de très proche, puis tu ne donnes pas de droit à l'erreur non plus. Puis sur le terrain, il reste quand même que tu n'as pas trop droit à l'erreur non plus. C'est la vraie réalité des fois. Mais on a toujours gardé ça quand même simple, de jamais faire sentir aux gens que j'étais fils d'eux ou qu'on était fils d'eux. Non, moi, je suis David Morneau, employé 444 l'organisation. Puis j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai jamais rien demandé à personne. Puis tu sais, André a quand même été correct dans notre père, la manière qu'il a géré ça aussi. On a atteint son niveau, on a atteint sa présidence c'était le moment. On n'a jamais siégé sur des tables où on n'avait pas d'affaires là. Quand, comme maintenant, on est arrivé, on était rendu à être sur un meeting qui était présent, que le président était présent. Puis il nous posait des questions, mais il ne s'intéressait pas tout le temps non plus à ce qu'on faisait dans l'entreprise. Je pense que c'est délibéré ce qu'il faisait. Pour pas... Vous avez vos affaires, vous avez votre chemin. Vous avez fait votre chemin, vous avez des patrons directs, vous avez des direct reports. C'est eux qui gèrent ça. Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais d'ailleurs, tous les postes qu'on a eus, ça n'a jamais été une suggestion de mon père. Et au contraire, mon père, des fois, nous
nous mettait des bâtons dans les roues, dans le sens qu'il disait OK. ben David n'est pas prêt pour ça, ou Catherine n'est pas prête pour ça, je la vois pas là du tout. Et là, c'est les gens qui disaient André, là, moi, je veux David ou je veux avoir Catherine dans mon équipe. Puis il nous le disait ouvertement, là, je me suis opposée à ça, mais bon, j'ai laissé mon équipe gérer ça. Même jusqu'à la présidence, quand même. C'est une bonne anecdote quand même. Mais la quand présidence, même, c'est un peu nous qui a cogné à la porte. Mais il y a des gens, même à l'interne, très proches de nous et quand même avec une grosse expérience en entrepreneuriat, qui ont approché André en lui disant André, il est temps. Il est temps. Parce que le titre honorifique, quand même, de la présidence reste quand même. Puis c'est pas toujours évident pour l'entrepreneur cédant dans tout ça. Puis c'est une identité, c'est un lifestyle aussi en même temps. Puis à un moment donné, de le laisser, même si c'est juste un titre, il faut que les choses se fassent. Puis la suggestion est venue éventuellement. Je pense qu'il faudrait que ça se fasse. Je pense que les coprésidents maintenant de l'organisation. Puis c'est des gens qui avaient appris aussi à apprendre de notre coprésidence. Oui. Et les gens l'ont nommé très ouvertement les coprésidents d'entreprise. C'est David et Catherine et on croit à ça. Wow. Et c'est là que, le relief. C'est quasiment venu du terrain. Là. Tu sais, quand Absolument. on dit bottom-up, là, dire vous avez tellement fait vos preuves, tu sais, sans aller chercher le trophée. Là, l'idée, c'était juste de bien faire les choses à chaque étape comme il se doit. Puis vous avez touché à tout. On avait, tu sais, en 2008-2009, là, moi et Catherine, par exemple, on a toujours été très, très proches. Oui. Tu sais, du secondaire, quand on a appris ensemble qu'on était capable de se baquer pour les niaiseries qu'on pouvait faire, c'est là que le lien est venu très fort. C'est qui baquait plus un que l'autre? Ah, c'était pas mal 50-50. C'était assez impressionnant. On avait notre feu de route, les deux, quand même. Puis, on a créé vraiment cette chimie-là, puis de gros respect et d'amour entre les deux. Puis ça, c'est pas toujours évident entre frères et sœurs. Puis moi, je l'ai vécu dans les dernières années de rencontres de plusieurs entreprises. Moi, dans ma tête, c'était Calinours un peu, frères et sœurs. Là. J'en ai une sœur. J'ai pas vécu ça à 4, 5 frères et sœurs. Puis je l'ai réalisé encore plus que, oui, il peut y avoir une belle amour entre les gens, mais le respect, les skills, les affinités, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pas évident, ça non plus, en famille, en affaires, d'intégrer tout ça. Puis on dit souvent qu'on est chanceux. On est très chanceux, parce on se le dit souvent. Que des fois, on reçoit beaucoup de messages des frères et sœurs ou sœurs qui veulent devenir coprésident. Puis là, hey, comment vous avez fait ça? Puis ma sœur vient de rentrer dans l'entreprise, on veut devenir coprésident. Puis je leur dis... Bien, nous autres, ça s'est comme un peu imposé. Je me souviens qu'à un moment donné, on était 2 VP exécutifs. André était président. Il y avait juste nous 2 à sa charge, je vais dire ça comme ça. Puis là, il me disait, là, il va falloir qu'éventuellement, on tranche, tu sais, qui va devenir président. Puis quand il m'en parlait à moi, je disais, tu peux mettre David, puis moi, je vais continuer à faire ce que je fais là. Et David répondait, tu peux mettre Catherine. Moi, je vais. Dans le sens que pour nous. On n'a pas de. Il n'y avait pas de. Si sur papier, là, c'est plus facile pour toutes vous autres de mettre un VP exécutif, puis un directeur général ou un président, puis un directeur. Prends-les, je vais prendre l'autre. Là. C'est pas. C'était pas ça qui était important. C'était la pérennité. On sait ce qu'on aime faire business. aussi dans l'organisation puis dans nos skills. Puis on le sait facilement quand. Ça, c'est pas. Tu sais, Catherine est capable de nous dire des fois dans des meetings après 10 minutes quand c'est commencé, quand elle réalise un peu des fois la tournure du meeting, d'où est-ce que ça s'en va. Est capable d'arrêter le meeting. Dave, by the way, tu peux quitter, casse pas ta tête. C'est très bien que, mon frère, ça, c'est pas. Ça passera pas. C'est pas dans ses intérêts aujourd'hui. Puis ça, je suis capable de le prendre de mon bord. Puis je vais le libérer de ça. Merci on beaucoup. essaie de ne pas se dédoubler. Exact. Mais ça, c'est tellement un point important parce que les enjeux de coprésidence que j'ai vus, c'est comme si les deux veulent la même affaire. Il y a comme une genre de symbiose. Là, vous travaillez étroitement en collaboration, mais vous savez exactement qui vous êtes. Premièrement, on a vraiment établi, selon nos forces aussi, dans quoi on veut travailler puis qu'est-ce qu'on veut porter. On veut être la source de quoi? De la culture, puis mettons, de la vision. Puis c'est quoi vos forces chacun, mettons? Tu veux-y aller? Vas-y. OK, t'as l'air bien parti. Non. L'intérieur de l'organisation, quand on parle de la source de l'humain à l'intérieur de l'organisation, la vision des nouvelles entreprises, d'où est-ce que ça s'en va, c'est porté par Catherine beaucoup. L'intérieur du fonctionnement des 1500 collaborateurs du groupe Morneau, la vision de bien tenir ça ensemble, de quelle manière Kat est vraiment la source un peu de tout ça. Moi, je suis un fidèle disciple dans tout ça qui embarque puis qui suit très bien. Mais le souffle de toute cette structure-là reste du côté de Catherine. Ma passion à moi, c'est bien entendu le développement du transport routier, de tout ce qu'on fait en termes de développement de transport, l'opérationnel un peu de l'entreprise. J'ai une belle vision, je pense, d'où est-ce qu'il faut aller sur le terrain, dans le fond. Garder notre place. On est une entreprise de transport québécoise.
qui grandit dans l'Est du Canada. On peut quasiment plus dire maintenant qu'on est juste au Québec. On est vraiment dans l'Est du Canada. Puis on grandit, on a une belle force. Il faut l'exploiter. On a 3 unités d'affaires à exploiter. C'est sûr que le côté, c'est ça. Développement de l'organisation, fusion, acquisition, opérationnel. C'est un bon bout qui est chapeauté par moi. Ça, c'est ton dada. On s'assure quand même que chacun comprenne le rôle de l'autre, mais qu'aussi soit capable quasiment de faire la job de l'autre. Dans le sens que c'est pas coupé au couteau. Ça, là, c'est la chasse gardée de Catherine, là, je peux pas me mettre les pieds là. Ou, au contraire, même si on s'est défini des rôles clairs, on se challenge constamment. On se pose des questions. Dans le fond, c'est que ce qu'on voulait pas, c'est que l'organisation soit coupée en 2. Oui. Ça, c'est le royaume à Catherine, ça, c'est le royaume à David. Non, nous, on est responsable on est responsable ensemble de cette organisation-là. Puis, même si on a défini des rôles, ça arrive des fois que dans mes dossiers, je vais dire « Hey, David, ça, là, t'as une vision plus aiguisée que moi là-dessus. C'est pas parce que c'est moi qui, je vais dire, dans ma cour. Et vice-versa. Moi, j'ai été longtemps aux opérations. Là, les opérations sont dans le cours à David. Fait que des fois, il va me dire, moi, je vais avoir l'élan. Hey, je vois de quoi. Vas-y. Mais on se parle. Je vais dire, là, j'aimerais ça intervenir ou travailler avec une de tes équipes par rapport à ça. On se le dit, on y va. Fait qu'on voulait pas non plus que ce soit une espèce de carcan qui nous rend malheureux parce qu'on est quand même 2 esprits libres. Oui. On est créatifs tous les 2, ce qui nous rassemble ensemble. Ce qui fait que ça fonctionne aussi. On est 2 créatifs, on est 2 esprits libres, on est des gens qui aiment créer, on est des gens qui aiment entreprendre. Et on veut pas on voulait pas un peu se restreindre, tu sais, de dire... un carré de sable clairement défini. Non, c'est ça. Par exemple, présentement, David a réouvert le dossier du télétravail. Les ressources humaines, par exemple, c'est dans mes champs. Mais c'est David qui a eu l'initiative de dire « Hey, sais-tu quoi, moi, je vais rouvrir ce débat-là. » Bien, parfait. C'est pas, ben là, c'est dans le cours à Catherine, je vais attendre. Non, il y a un élan. Honore ton élan, puis viens-t'en. Fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est qu'on se laisse quand même une certaine... Je pense que si on n'avait pas fait ça, il y en a un des 2 qui serait peut-être devenu malheureux un moment donné d'être confiné dans un petit coin, tu sais. Quand, plusieurs années, Catherine a... Puis, je vais épargner les détails de il était à quelle heure et on faisait quoi. OK. Mais... il était tard, si je comprends bien. Ou très tôt, whatever. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, elle dit, vivre at the top, là. D'être la femme entrepreneur au sommet seule, ça m'intéresse pas. Elle dit, si je le fais, ça, c'est parce qu'on le fait ensemble, puis on va monter une structure à laquelle que si je mets un genou à terre un jour, tu vas être là, mon frère. Si tu as des problématiques de ton côté, je vais être là de l'autre côté. Puis nos 2 cerveaux connectés ensemble, on va être capable de bien vivre cette trip entrepreneuriale-là et non accumuler des burn-out un à l'arrière de l'autre parce qu'on est alone à seul au sommet. Seul au sommet. Ouais. Puis c'est ça, je pense, qui nous tient à cœur beaucoup dans l'histoire, puis on le sent. Puis quand il y a une mauvaise journée est là, tu sais, c'est avec l'autre qu'on va le partager immédiatement. Puis je me le fais dire des fois, cette chanson en crif. Parce que moi, on est 2000, mais au final, comme les personnes vont me dire, je suis tout seul dans ta barnouche des bouts. Oui. Puis moi, à tous les soirs, on peut se parler peut-être 2 à 3 fois par jour quasiment. Ouais. Puis il y a toujours le retour du vendredi soir. Le premier qui embarque dans son char va appeler l'autre sur le retour. Wrap-up de la semaine. Puis souvent, il y a, sais-tu quoi, merci encore pour cette semaine. Il y a une grosse reconnaissance. Parce qu'on se pince un peu des fois, parce que c'est pas toujours de même. Oui. Puis ça veut pas dire qu'on n'a pas passé par nos périodes difficiles, là. Non. Ah oui, on a eu des mémorables, là. Oui. J'ai même perdu la voix maintenant après une engueulade avec David. C'est une solide, là. À chaque fois qu'on se rappelait, on recommençait, mais dans le sens que les gens idéalisent beaucoup notre relation. Puis nous autres, on le dit des fois, hey, si on a une bonne relation, là, c'est qu'on a un no bullshit rule entre nous 2. Oui. Quand ça fonctionne pas, quand il y en a un qui l'échappe ou quand on n'est pas d'accord, on se donne le feedback. Là, avec les années, ça s'est adouci. On se donne autant de feedback. Mais on a fait des formations en communication non violente. Oui. Non, mais on est 2 intenses, là. C'est quand ça partait au téléphone. Là, la fois que j'ai perdu la voix, là, on s'est rappelé 4 fois pour s'excuser puis essayer de régler ça. On repartait. Les égos étaient gros. Tu sais, moi, j'ai pas honte de le dire, là. On s'est peaufiné avec les années, puis maintenant, on a une plus grande vigilance, mais on a toujours eu du respect. Je veux dire, on se criait pas après, on se sacrait pas après, mais... Et des fois, on se sent tellement protecteur. Je trouve que dans la coprésidence, ce qui peut être difficile, c'est qu'on partage ensemble
la responsabilité de l'organisation. Puis des fois, ça prend le dessus, cette espèce de sentiment de « moi, je dois protéger ». Fait que des fois, ça peut amener des comportements où tu as l'impression que la personne est défensive. Mais souvent, c'est jamais pour blâmer l'autre ou... C'est vraiment dans le but de faire notre rôle. Fait que des fois, on va le nommer. Là, j'ai l'air bien intense aujourd'hui, mais dans le fond, ce qui me préoccupe, là, c'est que j'ai l'impression qu'on s'en va dans le mur avec ça. Fait que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce qu'on est en train de faire. Fait que c'est pour le bien collectif, en fait. Oui, c'est ça. Mais plus jeune, on n'était pas capable de nommer ça. Fait qu'on venait dans nos émotions. Puis là, un moment donné, c'était très intense. Mon père a déjà dit « Oh, moi, je veux plus participer à vos discussions. » Il dit « Vous allez trop loin. » Puis là, on disait « Ben, si t'es pas à l'aise, sors de la pièce. » T'sais, nous autres, on va là. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'aller aussi loin. Des fois, on va se le dire, on s'est fait mal des fois. Là. Ouais. Fait que des fois, quand les gens idéalisent toi puis David, là, petit pays des Calinours, comme tu disais tantôt, ben moi, j'aime ça le dire. Ben non, ça s'est construit, cette relation-là. Par contre, on n'a jamais manqué de respect. On s'est toujours soutenus. Il y a tellement d'amour entre nous deux que c'est plus fort que tout. C'est ça qui va toujours primer dans notre relation. Même, on s'est déjà dit, si jamais on n'est plus capable d'être coprésident, on va être frères et sœurs en premier. On va prendre une décision difficile. C'est ça qu'on veut préserver, à tout prix préserver. Ouais. Puis pour le bien-être de l'entreprise, si jamais notre coprésidence ne fonctionne plus, c'est notre responsabilité de changer les choses. Oui. Tu sais, oui, ça va être la pérennité de l'entreprise puis notre relation. Mais moi, ce que je avant ressens, les titres. Ce que je ressens, c'est que il y a quand même eu une belle maturité au sein de l'organisation. Ouais. Ça fait plus de 20 ans là, que vous êtes dans le business, là, probablement. 25, on a fêté notre 25 cette année. On a eu beau monde cette année. OK, 25, my God, OK, c'est ça. Déjà là, ça monte. Mais tu sais, après 25 ans, fait que les gens, ça ne s'est pas construit, comme on dit, Rome ne s'est pas construit un jour. Ben là, fait que ça fait 25 ans que vous êtes dans le business. Ouais. Puis là, je sens de la bienveillance, de l'authenticité puis de la résilience. Ah ouais. Ouais. C'est ça que je ressens. Là, on a été éduqués à ça aussi, je pense, puis formés d'année en année, très jeunes avec entre chefs, des groupes, des forums de relève très, très jeunes. Donc, tu rencontres des gens. Après ça, tu passes par l'école d'entrepreneurship aussi. Puis, tu sais, à l'école, moi, on m'a appris à recevoir un coup de poing sur le nez par quelqu'un qui m'aime, puis de me relever, essuyer la petite goutte de sang, les petites larmes, faire un câlin, mais la personne me regarde dans les yeux en me disant « Je t'aime, let's go, on repart », tu sais. Même si ce qu'on m'avait dit, admettons, était extrêmement douloureux. Mais au travers des années puis de ces apprentissages-là, tu apprends à un moment donné qu'à dire la vérité puis dire l'inconfortable. Oui. Il faut que tu apprennes à accepter ça, ces choses-là. Premièrement, l'accepter, de faire dire tes 4 vérités. Oui. Fait que quand elle est capable de me le dire maintenant, je sais que dans son intention, c'est strictement pour mon bien. Il n'y a rien de méchanceté, puis elle veut juste m'exprimer qu'est-ce qu'elle ressent. Exact. Puis je suis capable de l'accueillir maintenant. L'intention est bonne, fondamentalement. L'intention est bonne au final. Oui. Mais quand on est capable d'avoir catché ça, c'est fou comment on peut ouvrir le cœur. André, comme il dit des fois, il dit vous allez creux, il dit dans vos affaires, il dit pas capable. C'est direct au cœur, mais ça dure 5 minutes, 10 minutes, c'est inconfortable. Mais après ça, on va être capable de se relever. Oui, mais en même temps, c'est sain parce que chacun de vous exprimez vos besoins. Exact. Oui. Puis il y a un alignement pour la pérennité de la business. Oui, parce que vous avez à cœur la pérennité de la business. Fait que, tu sais, c'est d'arriver là que d'être on paraît bien, mais t'es pas bien, puis t'es malheureux. Puis dans on le veut soir, pas que t'arrives chez vous, tu parles contre ta sœur. Mais les non-dits, c'est ça l'affaire. Puis les non-dits, c'est ce qui tue beaucoup d'organisations. Tellement. Le non-dit entre frères et sœurs, le non-dit entre père, mère et enfant. C'est atroce le rôle d'un parent. Tu sais, plus on le voit, c'est difficile le rôle d'une mère ou d'un père en fonction de ses enfants. Puis à 18, à 40, à 50 ans, il y a des parents, je pense, des entrepreneurs au Québec qui en ont 70, 75 ans, sont encore là, puis les enfants, ils ont 50, 55 ans, sont dans les mêmes types de discussions comme si les enfants avaient 18 puis 20 ans. C'est ça. Mais c'est atroce. Puis on a de la misère à passer au travers de ça. Mais c'est ce qui fait des fois que ça explose par des non-dits. Des fois, c'est même pas par une question d'amour. C'est une question d'ego. C'est une question de non-dit qui fait que la vérité n'est jamais sortie. Oui. Puis on s'est jamais dit vraie vérité. On l'a jamais eu le 5 minutes de ça fait mal, on a su le sang, puis la lampe, on repasse à autre chose. Vous, dans le fond, là, on comprend votre dynamique de coprésidence. Oui. Mais dans votre style de gestion aussi, ça doit paraître. Dans le sens que... La façon dont vous gérez l'organisation, ça doit être no bullshit aussi. Ah, ben oui. On le répète souvent, mais en fait, ça a été notre plus grand défi. Parce que dans le fond, on est né dans une super belle entreprise, puis
principalement, je vais dire, moi, de mon côté, David, c'était plus clair, justement, il a étudié en transport. Quand je dis que moi, je construisais un peu au fur et à mesure, il y a quand même quelque chose qui a fait que j'ai resté. Puis je trouvais que la culture qui avait été mise en place par mon père, sa sœur et tout ça, il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Moi, je portais ça. Je sentais que je portais ça. Et quand c'est venu le temps de reprendre l'organisation, il y a un aspect de notre culture je dirais qu'on a davantage transformé. On partait beaucoup, puis c'est pas une critique du passé, là, c'était les années comme ça aussi. C'est une évolution, c'est normale. Une évolution, normal. Mais on partait beaucoup d'une entreprise qui était beaucoup dans la gentillesse. Et la gentillesse, ça nous amenait justement à éviter des discussions difficiles, à éviter de dire à quelqu'un « ça fonctionne pas en ce moment dans ton rôle ou l'attitude n'est pas au rendez-vous ». Alors, il y avait beaucoup de tolérance qui venait finalement un peu brimer aussi la culture qui avait été mise en place. Fait que David, pour moi, on a commencé à parler de sincérité bienveillante. Ça veut dire que être authentique, là, c'est pas dire tout ce qui me passe par la tête quand ça me tente, sur le ton que ça me tente. Ben, moi, je suis authentique, fait que je dis tout. Puis il y a une façon d'adresser les choses. C'est là que la bienveillance est super importante. Fait qu'on a vraiment amené ça au sein du comité de direction, mais ça a pris du temps, ça a été difficile, ça a été inconfortable. Malheureusement, il y a des gens qui ont dû quitter aussi au travers, il faut le nommer. On va être capable. Quand ça fait 30 ans qu'on travaille d'une certaine façon, puis c'est pas des gens avec qui on était en mauvais termes nécessairement, mais c'était des choses qu'on s'est rendu compte. Pour nous, là, c'est une des choses les plus fondamentales. On est incapable d'arriver dans une rencontre, moi puis David, là. Des fois, on arrête des rencontres. Bon, là, on est-tu en train de se raconter une grosse histoire, là? Tu sais, tu sens qu'il y a un deuxième niveau, là, mais tout le monde reste là. Puis là, on se donne des arguments où on parle. Des fois, on prend juste un moment pour arrêter puis dire, OK, là, on va juste prendre une minute de silence, là. On va essayer de se ramener, là. Puis, c'est quoi qui se passe en ce moment? Puis c'est quoi la vraie chose? Mais les gens veulent se protéger, c'est normal. Puis quand ils rentrent chez nous, la première année, ils sont en mode protection encore. Oui. On dirait qu'ils se disent, je peux-tu vraiment être moi-même, là? Hey, c'est-tu vrai leur affaire? Là, ils observent. Là, ils le voient dans un comité. Le monde a vraiment l'air à dire ce qu'ils pensent, mais c'est peut-être pas vrai. Puis, au bout d'un an ou deux, il y a une tension qui se relâche. Puis là, les gens... Puis quand on embauche, on le dit aux gens, si vous aimez pas ce type d'entreprise-là, vous allez être malheureux chez nous. Ouais. Si vous aimez beaucoup la politique, les jeux de pouvoir, tu sais, nous autres, là, le comité de direction, là, c'est pas... ça m'amène... On voit pas ça comme non, mais ça m'amène, en fait, à la découverte. Puis, tu sais, là, je comprends pourquoi je vous aime autant, là, tu sais, dans le sens que ça a tout le temps connecté avec vous autres. Quand j'ai passé à travers mon cancer, j'ai décidé d'aller faire une formation au Modern Elder Academy, qui est comme l'école de quand tu veux te réinventer. Hein? Tu sais, quand tu veux te réinventer, puis là, tu te dis « What's your next purpose in life? » Fait que moi, j'avais eu le cancer, des nouvelles lunettes, tu te dis « Garde, je veux me réinventer. » Et quand tu arrives dans ce groupe-là, la façon, et c'est Chip Conley qui a écrit le livre « Learning to Love the Midlife », un livre que je recommande à tout le monde qui vit des gros changements. Et dans le fond, Chip animait la session, puis ça s'appelait « Owning Wisdom ». Et quand tu arrives dans ce groupe-là, il te crée un environnement, puis là, tu es soit à Santa Fe ou à Bahia, California, j'ai fait les deux sites, où tu dois parler uniquement du Third Vault. Puis là, tu parles du Third Vault, puis là, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires il y a 3 ans qui sont devenus mes meilleurs amis parce que j'ai connecté avec le ventre, non pas avec la tête, le cœur, mais vraiment là, le gut qui est arrivé. Et j'ai fêté mes 50 ans il n'y a pas longtemps. Et il ne savait rien de ma vie que j'étais ingénieur. Il ne savait rien. Elle dit, je connais tout comment tu te sens dedans, mais elle dit, je connais même pas les premières couches. Puis là, ils ont dit, hey, c'est extraordinaire. Puis là, je me suis dit, c'est quoi? J'ai dit, ça, là, c'est le genre de connexion que j'ai envie de vivre. Ouais. C'est le genre de connexion qui, pour moi... Puis là, je vais parler avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où tu parles à une machine, où tu parles... On s'entend-tu que ce que vous êtes en train de créer, no bullshit, cette connexion-là, cette sincérité-là bienveillante, pour moi, c'est tellement garant du futur.
Elle se partage beaucoup dans l'entreprise. Je pense que des fois, c'est inconscient un peu. Des fois, on est juste au naturel un peu de ce qu'on est. Ouais. Mais c'est votre ADN. C'est l'ADN un peu. Puis, tu sais, hier, dans la journée au bureau d'Anjou, j'ai reçu un vice-président d'un partenaire d'affaires qui avait besoin d'un bureau pour la journée, qui venait rencontrer ma gang. Fait que lui, il est rentré à 8 h le matin. C'est un partenaire compétiteur aussi. Puis il est venu vivre la journée avec nous. Il m'a écrit un email hier soir à 8 h. Puis il dit quelle journée incroyable. Quelle culture d'entreprise positive, souriante, aimante. Il dit j'ai trippé ma vie durant ensuite cette journée-là. Puis tout ce qu'on avait fait, c'est qu'on y avait prêté un bureau pour qu'il fasse ces choses le matin entre 2 rendez-vous dans la journée parce qu'il vient de l'extérieur. Mais ce gars-là, il a vécu quelque chose hier. Puis ça m'a fait de quoi quand j'ai reçu le courriel? J'ai fait, crème, je pense qu'il y a des choses qu'on fait vraiment bien. Oui. C'est juste qu'en une journée, il est capable de voir comment que l'ambiance... C'est rien... On n'est pas parfait. Il y a des journées qui sont plus dark un petit peu que d'autres. Oui, mais je pense qu'au final, l'ADN est là. Je pense, il ne faut pas avoir peur, justement, de traverser des petites tempêtes puis d'être un peu dans le chaos. Nous autres, on dit souvent, quand il y a des moments difficiles, on dit à nos gens, savez-vous quoi? On est mieux d'être dans un chaos vrai qu'une fausse illusion que tout va bien. T'sais. Sinon, on n'est pas confortable. Quand tu dis que c'est notre ADN, c'est un peu ça. Puis nous autres, notre rêve, ultimement, c'est que les gens ils viennent travailler chez Morneau, ils apprennent à se connaître, puis qu'ils soient dans le rôle qui les fait vibrer. Moi, il n'y a rien qui me fait le plus triper qu'être dans un meeting, là, puis il y a quelqu'un qui présente un projet que je n'étais pas au courant du tout. Des fois, il est fini le projet même. Là, il raconte ça, là, puis on dirait qu'on pourrait mettre son nom de famille, ses vannes. Des fois, on dit ça, là, toi, là, ça sera plus Morneau que ça va être écrit. Nous autres, on est assis dans la salle, là, puis là, on se pince, on se regarde ou on se texte, là, dans le sens que des fois, on est passé à côté, puis on se dit non, mais c'est extraordinaire. Le gars, il est en train de se réaliser, c'est aligné avec la vision de l'entreprise, il a créé quelque chose, puis là, pour lui, c'est le gars ou la fille, évidemment, on a de plus en plus de femmes dans notre entreprise. C'est ça qui nous fait triper. Fait que c'est pour ça qu'on veut que les gens parlent, justement, de cette force-là. De cette force-là. Fait que là, on comprend d'où vous êtes parti puis où vous arrivez. Mais si on prend un step back, parce que là, on dit que l'entreprise existe depuis 84 ans, c'est ça? 1942. OK, donc 84 ans d'existence. Et justement, pour comprendre ça, je serais curieuse de voir comment c'est parti, le groupe Morneau. C'est quoi l'histoire avant vous? Je peux y aller. En fait, c'est notre arrière-grand-père, Pierre Morneau. Comme je disais, nous, on vient de Saint-Arsène, au Bas-Saint-Laurent. Pierre avait un camion à la base. Il transportait des patates. Fait qu'il venait porter des patates, entre autres, marché central à Montréal. Puis, des fois, pour arrondir les fins de mois, les fins de semaine, il transportait des gens pour aller se baigner au fleuve ou la boîte de camion. Là, il y avait moins de santé et de sécurité dans ce temps-là. Puis, mon grand-père, Denis, s'est joint avec le temps. Ça a été quand même une petite entreprise pendant très longtemps. Quand mon père et sa sœur sont arrivés là, à la fin dans les années 70, je pense qu'on avait peut-être 5 camions. C'était vraiment petit. Okay. Il y avait peut-être 3-4 employés de bureau, puis c'était principalement la famille. Fait que c'est vraiment dans la 3e génération où mon père était président, il y avait aussi sa sœur, il y avait un de ses frères aussi qui était là au début, que la croissance s'est faite, là, que le groupe a vraiment pris son expansion. Quand mon père a commencé dans l'entreprise, il y avait le terminal de Saint-Arsène, puis on avait un petit dépôt à Québec. C'était tout petit. Ensuite, on a ouvert Rimouski. Puis la vision de l'entreprise, c'était de dire, nous, on vient des régions et on aimerait ça que les régions aient accès au marché et soient aussi compétitifs que les gens qui sont à Québec ou à Montréal. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 25 terminaux maintenant. On est dans toutes les régions administratives du Québec. Tu sais, les gens nous disaient, comment ça, vous n'allez pas aux États-Unis? Comment ça, vous n'êtes pas dans l'Ouest? Nous autres, on voulait que le Québec soit servi à 100 % dans toutes les régions, que ce soit l'Abitibi, la Côte-Nord, la Gaspésie. Fait que c'était ça, la vision, c'était de rejoindre les marchés. Fait que c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des transports en 24 heures, par exemple, de Montréal jusqu'en Gaspésie, pour que les producteurs soient capables de rejoindre leur marché. Ensuite, ça a été l'Ontario et le Labrador qu'on a développé, puis on est encore en train de développer ça. C'était ça un peu la vision de l'entreprise. C'est parti de très, très petit. Et je dirais qu'il y a eu énormément de jus de bras. Là. Ça a été une entreprise bâtie. Ma grand-mère faisait à manger pour les gens le midi. La maison familiale était à même le terminal, là, dans le sens que c'était vraiment très artisanal. Là. Avant, on a été longtemps calculé comme... On se faisait appeler même les Morneaux à patates, comme Catherine l'a exprimé. Ah oui! Parce que dans le fond,
de Montréal vers le Bas-Saint-Laurent, on ramenait des produits de consommation pour le marché général, les divans, les réfrigérateurs, les poêles de consommation. Ouais. Mais il faut que tu partes de Rivière-du-Loup, il faut que tu partes de Saint-Arsène pour te rendre à Montréal. Donc, à l'époque, mon grand-père, il achetait les lots de patates des fermiers, des cultivateurs. Et puis là, quand les patates s'en allaient dans les caveaux à patates, puis là, on amenait les convoyeurs, puis là, ils criblaient les patates, puis ils les mettaient en poche de 5, 10, 15, 20, 25 livres pour les recharger dans des remorques. Mais André, actuellement, notre père André, il a 68 ans. Mais là, les gens, quand on dit « Hey, t'es jeune pour prendre ta retraite, t'es jeune pour avoir cédé l'entreprise. » Mais quand il explique là, il dit « Hey, dis-moi, là, et j'avais 10 ans. » Ouais. Puis il dit, mon père, il me mettait là à côté d'un trailer avec Maurice, Serge puis Roger, là, 40, 52 puis 60 ans. Là. Ouais. Il dit, André, tu vas gérer 3 gars, vous allez me cribler les patates, vous me chargez les vannes, puis on part à 5 heures. Ouais. J'avais 10 ans. Ouais. Il dit, moi, ça fait 50 ans. Cribleur en chef. Je suis cribleur. J'avais 10 ans. Ben, je dis, toi, j'allais pas jouer au hockey, moi. Ouais. Je criblais des patates. Ça, je faisais dans la vie, moi. Fait que, tu sais, oui. Ça a commencé petit comme ça. Puis jusqu'à 1988, le transport au Québec était réglementé. Okay. Donc, tu peux pas faire ce que tu voulais. Tu peux avoir un permis de Rivière-du-Loup jusqu'à Québec, mais tu peux pas faire de Québec à Rimouski. C'était comme ça. Ah, oui. C'était très réglementé. Tout était par permis de transport. Mais en 1988, le gouvernement a déréglementé le transport. Okay. Mais de tout ça, on est probablement un des seuls survivants régionaux de la déréglementation des transports. André avait une vision incroyable de se dire, surtout dans les années fin 80, là, on va faire la Gaspésie. Comme Catherine l'expliquait, oh, t'es fou. Il n'y a plus personne dans la Gaspésie, tout le monde s'en va. Voilà, il va toujours y avoir du monde, puis on va desservir la Gaspésie. Ben, quelques années plus tard, il était rendu avec 4 terminales dans la Gaspésie. Et ce modèle d'affaires-là, de se dire, pourquoi tu vas pas aux États-Unis? Je vais finir ce que j'ai commencé au Québec, puis je verrai après. Mais il n'a jamais vu après. La Gaspésie, André nous a souvent raconté, moi j'aime bien cette histoire-là, tellement sa vision était forte. Le premier line-haul qu'on a fait vers New Richmond, notre terminal est à New Richmond, en Gaspésie. Le directeur là-bas, il a ouvert les portes de la remorque, puis il y avait une boîte. Puis c'était du courrier interne. Fait on avait décidé qu'on commençait le lundi, telle date. Il n'y avait rien, on y va pareil. Les gens vont nous voir sur la route, ils vont dire « Ah, Morneau est rendu, qui vient ici le matin. Ouais. » Puis, il y avait une petite boîte pour le directeur, mais c'est juste pour dire à quel point... C'était engagé, là. C'était très, très engagé. Tu sais, André, on vient d'un petit village dans le Bas-Saint-Laurent, puis à un moment donné, tu travailles pour des plus gros transporteurs de la région de Québec. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça se grossit. À un moment donné, tu t'établis à Québec. Puis à un moment donné, puis... Mon grand-père, avant sa mort, quand il s'assisait à côté de moi, il dit « David, parle-moi de Toronto. » Tu sais, pour lui, c'était comme... C'était la fin du monde. C'est la mecque du transport canadien. C'est là que ça se passe. Puis un jour, tu sais, fait qu'il dit « On fait-tu quelque chose? On va-tu y arriver un jour? » Tu sais. Ouais. Puis, ben récemment, on a acheté nos 2 partenaires d'affaires à Toronto 2020-2021. On a fait l'acquisition de notre terminal à Toronto l'an passé, puis c'est maintenant chose faite dans la vision qui est là depuis des années. Ouais. Fait que ce qu'on fait actuellement beaucoup, c'est qu'on a fait que poursuivre l'histoire. La belle histoire, l'histoire les qui a rêves. été imaginée, le rêve. André, il a tout le temps dit un jour, on va être à Toronto, puis on va faire nos propres cueillettes pour le marché québécois. On va ramasser à Toronto, puis on va livrer à Bécomo, à Sept-Îles, à Wabush, à Val-d'Or. On va desservir l'entrepreneurship québécois, les entrepreneurs québécois, peu importe son où en région, pour qu'ils soient capables de compétitionner sur l'échelle mondiale. Wow. Puis juste par cette vision-là, ben on continue de l'expansion, dans le fond, pour offrir le service-là aux entrepreneurs québécois. Puis aujourd'hui, tantôt, tu as parlé, puis le mot est très important, tu as parlé de 1500 collaborateurs. Absolument. Tu n'as pas d'employés. Non, on n'utilise pas ce mot-là. Vous n'utilisez pas ce mot-là. Non. Fait que, à ce jour, vous avez 1500 collaborateurs. À peu près. À peu près. Oui. Et combien de terminales? Des terminaux? 24 maintenant. Oui, 24. 24 ou 25? 24. 24. On vient tout juste d'ouvrir Saint-Hyacinthe le 13 avril dernier. Donc, on est bien heureux de ça. J'ai fait ma première visite hier, justement, ce nouveau terminal. Mais le mot collaborateur, pour revenir là-dessus, qui est vraiment important pour nous, qui maintenant est très utilisé, puis je m'en réjouis. Oui, mais vous étiez avant-gardiste au début, je m'en rappelle. André était dans les années 80, André et sa sœur ont bâti le guide du collaborateur, qui était un peu le guide, le manuel de l'employé. Puis André disait toujours, pourquoi quand les gens lui demandaient pourquoi tu utilises ce mot-là, c'est compliqué, là. Tu peux pas dire employé comme tout le monde. Puis là, il disait, il dit, pour moi, un employé, c'est quelqu'un qui vient, qui vient chercher une paye, il punch in, punch out, tu sais. Puis il dit, le collaborateur, il a envie de contribuer à la mission de l'organisation, puis on lui fait de la place pour être capable de venir avec ses talents et tout ça. Fait que
Puis c'est devenu super important pour nous, ce mot-là. Oui, hein? Ouais, c'est un reflet de notre culture. Puis moi, je me réjouis que ce mot-là soit utilisé de plus en plus dans les organisations. C'est un minimum, là, justement, d'être capable d'utiliser ces mots-là parce que aujourd'hui, il n'y a pas personne qui se lève pour aller faire de la merde au travail. Là, on veut tous contribuer, mais il faut leur donner du sens. Puis je pense qu'une chose que vous êtes capable de faire, c'est votre culture est tellement forte que vous êtes capable de donner du sens à vos collaborateurs et ils savent comment collaborer / contribuer et ils voient l'impact maintenant que vous avez. Puis vous êtes en pleine évolution, en pleine expansion, en hyper-croissance, c'est le cas de le dire. Puis il y a aussi Bolton en Ontario aussi. Donc, ça raconte un peu, c'est quoi ça? Ça a été une belle épopée aussi, le terminal de Bolton. Et comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, on a fait les 2 acquisitions de nos partenaires d'affaires en transport réfrigéré et transport général en 2020-2021, juste avant COVID. Fait qu'on a eu... On en a eu pour notre argent durant cette belle période-là pour monter 2 entreprises à distance, puis vraiment les structurer, les intégrer au groupe. Toronto, c'est pas cette île. Mentalité différente, la langue, la culture et ainsi de suite. Donc, c'est quand même rigolo des fois de matcher Denise au terminal de Saint-Arsène, qui ça fait 35 ans, qui est dans un département, dans le groupe francophone de région, avec... Mohamed, qui est à Toronto, qui est d'origine indienne, ça fait 15 ans qu'il est dans le transport, parle anglais, parle pas français. 2 cultures différentes, mettre ça ensemble. On a eu beaucoup de plaisir. Puis les gens de Toronto maintenant, c'est drôle parce que c'est quand même, au début, ils étaient réfractaires un peu aux francophones sans chaud québécois comme on pouvait l'être. Puis ils disaient des fois, beaucoup trop d'amour dans votre affaire. Là. Attends un petit peu, là, beaucoup trop de câlins dans votre patente, là, puis c'est beaucoup trop ouvert. Et je pense qu'on n'a pas perdu aucun collaborateur à Toronto depuis les 2 acquisitions. Tous les membres de direction sont restés et ont carrément embarqué et ne voudraient plus jamais changer, je pense, le modèle d'affaires. Ils sont vraiment bien. Puis au travers de tout ça, c'est ça, le développement des 2 entreprises, puis à un moment donné, ça nous prend un toit aussi à nous. Puis c'est des gros investissements pour une entreprise privée comme la nôtre quand même, mais on en a fait... l'acquisition de notre terminal à Toronto. On a les 2 pieds bien ancrés dans le marché ontarien. Puis, est-ce que le grand-père a pu le savoir avant de Non, malheureusement, il est décédé quelques en années 2015. qu'il est décédé. Mais on avait déjà un petit terminal à Toronto à ce moment-là, mais c'était beaucoup plus petit. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, mais on avait déjà des activités, justement, c'est mon conjoint. Est-ce que la dynamique de André et sa sœur était aussi bonne que vous deux? Oui. Je pense que oui. Oui, les rôles étaient différents dans le sens que mon père était président, ma tante était vice-présidente aux ressources humaines. Fait que je dirais qu'au niveau des rôles dans l'entreprise, c'est très différent de comment David puis moi on le vit. Mais au niveau de la chimie, c'est sûr que ils étaient confidents un de l'autre. Je pense qu'André finissait souvent dans le bureau de Micheline le soir. On l'appelait quand on était jeunes. Viens-tu souper? J'étais avec Micheline. J'arrive. Fait que oui, il y avait cette complicité-là, comme vous l'avez vu. Et dans les temps où ça brassait, Micheline était là pour André et vice-versa. Fait que pour ce côté-là, oui. Fait que vous avez eu cette image-là aussi. Beaucoup d'amour et de respect. Tu sais, autant qu'on les voyait en entreprise la semaine, que le samedi soir, lors d'un party aux morts, ils étaient les 2 le soir à danser ensemble, fou rire et à s'amuser ensemble. Puis on le sentait qu'ils étaient heureux. Du gros fun. Gros fun noir, mais on sentait qu'ils étaient heureux d'être ensemble. C'était pas deux entrepreneurs, dans le fond, séparés, puis qu'on était obligés de travailler ensemble parce qu'on est en entreprise familiale, puis ça a donné de même. Non, la complicité. On était voisins, premièrement, là, quand Catherine a dit qu'on restait au 15 principal, l'entreprise était au 40, mais ma tante était au 17 principal, c'était le voisin d'à côté. Donc, tout ce qui séparait nos 2 maisons, c'est une 17 avec un trou en plein milieu. Fait que la relation frère et sœur d'André était phénoménale, puis je pense qu'ils ont été capables de compter un sur l'autre pendant 45 ans de leur carrière. Puis c'est un beau cadeau. C'est un bel exemple qu'on a eu dans la vie. C'est un bel exemple. Puis j'imagine la fierté aussi d'André de vous voir aller les 2 ensemble. Là, des fois, il ne veut pas se mêler de vos affaires, mais... il va toujours le dire en silence, bien entendu. Mais c'est ça. Je pense qu'il est très content un peu de ce qu'on fait actuellement puis de la relation qu'on a, Catherine et moi, aussi de l'entreprise. Je pense que ça le sécurise beaucoup aussi. Puis, mais comme je disais tout à l'heure, c'est drôle, j'ai reçu de ses mains un prix dans le transport. Raconte un peu parce que tu es dans l'Association du camionnage du Québec. Absolument. Et il y a le prix Camille Archambault. Oui.
qui est un gros prix dans cette association-là. Absolument. Et ton père l'a reçu l'an dernier et tu l'as reçu cette année de ses mains propres. Exactement. Ça a fait été raconte, là, beau c'est moment, spécial. père-fils lors du dernier congrès de l'Association du camionnage. Effectivement, le prix Camille Archambault est remis à la personnalité de l'année, dans le fond, pour l'implication dans le domaine du transport routier. Puis l'an passé, après sa carrière, dans le fond, André a reçu la mention honorifique du prix Camille Archambault. Et puis cette année, j'ai eu le grand bonheur d'être l'heureux élu du prix Camille Archambault. Je suis beaucoup impliqué dans l'industrie au Québec. C'est une belle industrie, le camionnage, encore, je pense, méconnue de tout le travail qui peut se faire. Puis je tiens ça beaucoup à cœur. Puis on est une belle gang. J'ai des gens beaucoup impliqués là-dedans avec moi, de beaucoup de transporteurs. Puis j'ai eu le bonheur de recevoir le prix lors du dernier gala, du dernier congrès de l'Association du camionnage des mains de mon père. Je me suis senti privilégié de vivre ça. Sur scène, quand même, dans toute l'histoire, dans tout le travail qu'on fait, d'être capable de... Il raconte la petite anecdote. C'est très drôle parce que Jean-François Barry, qui est l'animateur de la soirée, il me dit, David, il dit, mais au travers de tout votre travail, est-ce que toi et André, vous parlez encore? Est-ce que toi, en tant que maintenant coprésident, tu demandes encore des conseils à ton père? Fait que là, je dis, oui, quand ça me tente. Fait que là... Tout le monde, bien entendu, et part à rire dans la salle. Et André, d'un élan, me vole le micro des mains. Puis il regarde la foule, puis il dit, non, mais vous comprenez pas. Ce qu'il dit, c'est vrai. Quand je les ai mis, les deux coprésidents de l'entreprise, ils ont arrêté de me parler pendant 1 an. 1 an que j'ai été dans mon bureau tout seul à me morfondre, à attendre que mon téléphone sonne. Et ces deux-là, trop orgueilleux, m'ont jamais appelé. Puis, il en rit maintenant, mais c'est ce qu'il disait. Puis on dirait que ça lui a fait du bien à dire aux gens que la première année, il avait trouvé ça difficile, je pense, un peu quand même. Mais au final, il dit, même si mon téléphone ne sonne plus, on dirait, j'ai plus de courriel, j'ai plus ce stress-là, au final, je suis obligé de me dire, crime, c'est réussi, puis ça fonctionne, puis je suis fier de vous. Puis surtout, je pense qu'il est fier aussi de l'équipe qu'on a montée. Oui. Parlez-moi de votre équipe un peu. Oui. Justement que je parte pour les fêtes cette année, ça a été comme un constat. Je disais à David, c'est la première fois qu'on a une équipe complète depuis les 10 dernières années. Parce qu'on a eu évidemment des retraites au travers. On a souvent cumulé 2-3 postes en même temps. Puis là, on a vraiment complété, je dirais, notre équipe. Puis chaque personne sur son X dans la fonction. Chaque personne sur son X. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de l'équipe que ce sont des candidatures spontanées. Tu sais, on pense des fois dans la haute direction, c'est toujours un chasseur de tête qui va chercher le meilleur du marché. Mais dans notre cas, puis on n'est pas si présent là, dans les médias sociaux et tout ça, mais on a réussi à attirer des gens qui nous ont appelés carrément pour dire « Hey, y a-t-il une place pour moi chez vous? J'ai vraiment envie de contribuer. » Puis là, il y en a qui ont appelé 2 puis 3 fois. Là, « Trouve-moi une place. » Puis il y a des moments où, parce que j'ai pas de poste, là, j'ai déjà quelqu'un ou, tu sais, le timing n'était pas bon. Fait qu'on est allé chercher des gens et je dirais qu'on était avec des profils variés. Nous autres, on n'aime pas ça quand c'est beige. Tu sais, on... J'avais pas remarqué. Non, c'est ça. Ça paraît peut-être pas aujourd'hui, mais on a été chercher toutes sortes de personnalités. David puis moi, c'est ça, on a peut-être des compétences différentes, mais on a une personnalité qui se ressemble beaucoup. Oui. Fait qu'on a été chercher des gens, justement, là, des gens qui avaient peut-être un côté plus analytique. On a des créatifs, on a des gens de rigueur, on a vraiment été complétés. Puis on prend vraiment le temps, nous autres, de s'asseoir pour réfléchir à de qui on a besoin pour s'entourer, de quoi on a besoin pour la suite. Puis on leur fait de la place. Puis notre équipe de direction, oui, on les accompagne, on est là. Je pense qu'on est les plus disponibles de l'équipe de direction. J'aimerais ça le mentionner. La gang, éclairez votre agenda, s'il vous plaît. Oui. Mais honnêtement, nous autres, on veut se libérer pour être présents pour eux, pour qu'ils puissent être de l'avant. Fait qu'on leur laisse beaucoup d'espace. Mais comme il y en a quelques nouveaux, il y en a que ça fait même pas 1 an qu'ils sont avec nous, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est un peu plus présent au niveau culturel, entre autres, pour qu'ils s'intègrent bien dans l'équipe. On a une confiance énorme en le pouvoir actuel de cette équipe-là de faire des grandes choses. Mais c'est génial, ça. Ça doit vous rassurer aussi de savoir que vous êtes bien entouré. That's the game changer. Oui. Ben, je pense qu'on l'applique très bien quand même de s'entourer des meilleurs que nous et de loin. Là, on n'a pas d'égo là-dessus. On ne veut pas rien contrôler. On ne veut pas rien être le meilleur. On a une vision. Au contraire. On a une vision sur où on veut arriver là, mais sachant pertinemment que t'as peu là. Que ce soit le CFO, les ventes, le marketing, si tranquillement, pas vite, on a tout rajouté les pièces du puzzle. Puis des fois, comme Catherine l'a dit, là, on est juste
on assiste à ça. Oui. C'est ça qui est phénoménal des fois. Des fois, t'étais-tu mêlé là-dedans, toi? Elle me dit non, parce que moi non plus, je savais pas. Oui. Et ça se produit, puis ça vit, puis c'est le fun. Les plus belles idées ont ressorti des dernières années, pas nécessairement par moi et Catherine, Exact. par des gens à l'interne qui avaient la pulsion de le faire. Mais je pense que aussi dans la culture que Catherine a voulu établir, dans la culture en cercle, dans la culture collaborative qu'on a mis en place dans les dernières années, André a eu un souffle quand même d'entreprises responsabilisantes. À l'époque, on parlait d'entreprises libérées. Il y a des trademarks là-dedans, mais il y a une idée au travers de tout ça qui fait qu'on a voulu redonner un peu le pouvoir aux gens. Oui. Puis Kat a une vision tout à fait phénoménale de où est-ce que les prochaines entreprises s'en vont. Puis d'une gardienne très, très présente dans l'entreprise et d'une vision super dynamique. Il n'y a rien de parfait dans ce qu'on fait actuellement, mais on essaie un peu de redonner le pouvoir aux gens dans une culture en cercle et non en hiérarchie. C'est pas parce que David et Catherine sont over the top. Non, dans le cercle. Il y a un spot là-dedans. Si je suis pas là, il y a un lien qui ne se fera pas quelque part quand même. Exact. Mais ça, dans le fond, dans tout ce qui a été établi dans l'entreprise, puis de le communiquer aux gens, c'est ardu. On dit à la blague des fois, André, probablement que tu vas être décédé, on va être encore là-dessus. Là. Même si on en a pour des années et des années. Mais c'est de marteler, comme sur le fait qu'on parlait des employés. Là, maintenant, on parle de collaborateurs. Ben, c'est d'intégrer ce changement. C'est des années et des années. Ça fait 40 ans, puis on essaie encore de former les gens à ça. Même maintenant, quand il y a le déclic, ça fait, il avance. Et quand on parle, là, puis peux-tu juste m'expliquer un peu, David, un peu le Morneau d'aujourd'hui a 3 grandes divisions. Oui. Puis comment tu vois ça dans le futur? C'est une bonne question. En ce moment, 3 divisions, 3 unités d'affaires. Le transport général qui est Morneau Géo, qui est dont l'ancêtre est Transport Morneau, dans le fond, d'où ça a démarré. Transport général avec plus de 17 ou maintenant 18 terminales dans l'Est du Canada, livraison quasiment 24 heures partout. On est spécialisé dans on appelle ça le LTL. Dans le fond, c'est le même principe que le colis, mais au lieu d'être une boîte, c'est une palette. Okay. C'est un peu le même principe de distribution. On a Morneau Boréa qui est le transport sous température contrôlée et l'entreposage aussi. Donc, tout ce qui est frais et congelé, beaucoup de produits qui vont se retrouver dans vos frigidaires et congélateurs à la maison ou tous les produits qui vont être livrés dans les centres de distribution pour les restaurants ou le monde du détail. Donc, beaucoup d'alimentaire, côté strictement alimentaire. On est en train de finir la construction de probablement une des plus grosses plateformes de transbordement alimentaire dans l'Est du Canada actuellement, à Saint-Léonard. On est en train de la bâtir. Donc, tout ce qui est frais et congelé et entreposage, et Morneau Global et de la division courtage et logistique internationale pour accompagner le reste de nos clients de tout ce qui ne se fait pas sur terre, au ce qui est maritime, international, sur rail. Donc, on va accompagner nos clients dans une logistique complète. Donc, tout ça fait que l'avenir est quand même très prometteur pour le groupe. Parce que je pense que notre service est demandé, est requis. Notre qualité de service dans chacune des divisions est requis. On poursuit encore la vision d'André sur le Québec. Ça demeure. Ça demeure. Ça demeure. Il reste plus grand à couvrir quand même. Non. On s'en vient bien là-dedans. Saint-Hyacinthe est un des derniers territoires, le centre du Québec, maintenant qu'on va bien desservir. On s'est établi à Toronto. Dans les dernières années. Donc maintenant, au travers du réseau de l'Est du Canada, comment qu'on poursuit encore l'offre à notre service. C'est pas pour une expansion, comme Catherine a dit souvent, c'est pas une expansion à tout prix strictement pour avoir une grande entreprise, mais c'est de garder la pérennité, garder notre entreprise solide dans ce qu'on fait actuellement, puis qu'est-ce qui est utile par la suite. Puis quelle région par la suite va être à accrocher encore plus au réseau pour le rendre de plus en plus solide. Puis, le plan de match est bien écrit. Stay tuned, comme je stay tuned. On va manquer de juste une vie là, pour faire mais notre vision de la croissance est un peu en continuité aussi de ce qu'André créait, dans le sens où on a toujours ouvert des régions ou des services parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin. Oui. Honnêtement, quelqu'un qui nous dit combien de terminaux vous voulez ouvrir dans les 10 prochaines années, c'est pas important. Non. Peut-être ça va être 5, peut-être ça va être 2, peut-être ça va être 10. Dans le sens que on a quand même un plan, évidemment, on a une vision, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais des fois, la vie nous amène autre chose. Exact. Et on ne veut pas rester dans un carcan de on s'était dit que ça prenait 10 terminales ou tel chiffre d'affaires. On n'est pas beaucoup drivé par ces indicateurs-là. Oui, par la rentabilité, évidemment, pour la pérennité et tout ça. Mais on veut faire une différence. Quand on ouvre un service, là, le but, c'est pas juste
d'aller enlever de la business à des compétiteurs. Ça nous, c'est pas ça qui nous drive. Mais on le voit qu'il y a un besoin, on le voit qu'on peut apporter un service ajouté, on voit qu'on peut aider nos clients à performer encore plus dans leur entreprise. C'est ça qui nous excite aussi, là, de servir à quelque chose. Tu sais. Bien, puis d'où votre site web, le premier mot qu'on voit, c'est partenaire. Hein? Exact. C'est ça qu'on voit. Là. Vous avez probablement aussi des relations long terme, j'imagine, aussi avec vos clients. De très long terme. Puis même le monde du transport, je trouve qu'il évolue tranquillement, pas vite dans les relations. C'est encore très difficile quand même, souvent, entre le fournisseur, le client. Mais beaucoup de relations long terme maintenant, on est capable de s'asseoir. Puis le client va, en partant, dire là, parle-moi pas de prix. Je ne veux pas aller là aujourd'hui. Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Puis moi, de mon bord, je vais t'expliquer où est-ce que je m'en vais. Puis comment on est capable d'arrimer ça pour s'ajuster pour que tu fonctionnes. Parce que si tu livres à 98 % d'efficacité, David, moi, je vais. Fait que comment qu'on fait pour arriver là ensemble? Fait il y a des clients qui sont, je trouve, super proactifs là-dessus, sur ouvrir cette discussion-là. Puis au final, ils payent moins cher à la fin. Oui. Dans tout ça. Dans tout ça. Puis ça, penses-tu que c'est un peu le secret sauce, là, d'un peu de Morneau, d'avoir ce côté-là très relationnel? Le relationnel est très, très fort. Puis on est capable aussi d'authenticité avec nos collaborateurs, mais on est capable d'authenticité aussi avec nos clients. Avec les clients. No matter what, il y a des choses qui doivent se dire à un moment donné. Puis c'est pas évident. Plus les corporations grandissent, plus c'est dur d'avoir accès, plus c'est contrôlé par l'international. C'est très difficile de créer des relations pour avoir des discussions ouvertes sur comment on matche nos deux entreprises, mais on réussit quand même à y arriver encore. Mais les gens, je pense aussi, qui ont le sentiment qu'ils peuvent nous parler et qu'on est accessible dans tout ça. Oui. Je pense qu'il y a une portion aussi de mon travail à moi qui est beaucoup reliée dans le relationnel, vente et développement, mais je veux comprendre aussi nos clients s'en vont où puis comment on peut les aider dans tout ça. Mais oui, il y a des relations de très long terme qu'on a dans le groupe. Oui, puis je pense aussi, tu te vois pas comme... Je pense aussi que vous n'êtes jamais vu comme une commodité. T'sais. C'est comme tu as un service à valeur ajoutée puis tu veux créer une proximité. C'est le combat de l'industrie du transport. Ben, c'est ça. Le transport est souvent vu comme une commodité. Oui. Il y a beaucoup de compétition. Il y a une compétition illégale un peu actuellement dans le marché. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais vous l'avez peut-être vu un peu quand même dans les médias. Beaucoup d'accidents actuellement sur les routes au Québec. Il y a un phénomène autour de ça qu'on appelle le chauffeur incorporé, les chauffeurs mal formés. Dans l'industrie, les chauffeurs à rabais qu'on appelle. C'est une grosse préoccupation de l'industrie actuellement. Puis le camionnage, c'est pas nécessairement juste un bien de consommation pour dire tu trouves le prix le moins cher puis tu t'organises avec ça. Il faut changer cette mentalité-là parce qu'il y a un aspect de sécurité là-dedans qui n'est pas correct pour les routes au Québec. Je dis souvent, faites attention quand même. Des fois, les gens sont en danger sur la route. Il y en a eu des accidents, il va y en avoir encore. Ouais. Les gouvernements actuellement, on essaie de travailler fort avec les gouvernements, c'est pas facile, mais les choses avancent tranquillement. Je peux pas dire que les choses n'avancent pas, mais ça doit changer. Mais cette mentalité-là aussi de client envers le transporteur, de choisir un bon transporteur qui est sécuritaire, qui est au bon prix puis qui est fiable, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour changer cette mentalité-là au Québec. Oui, c'est ça. Bien, oui, souvent, quand tu es vu comme une commodité, c'est d'offrir le service à valeur ajoutée puis d'être capable de se positionner aussi. C'est ce qui fait, je pense, qu'on réussit à s'en sortir aussi. On n'a jamais été qualifié comme le moins cher. Oui. Jamais. Même quand souvent, on est qualifié comme le cher. Oui. Ça arrive. Oui, mais en même temps, les gens, ça me disent, mais tu dors sur tes deux oreilles. Oui. Puis en même temps, ils disent, au final, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher en réclamation, ça coûte moins cher en bris, ça coûte moins cher en délai. Le client va vendre le lendemain. Ils sont juste extrêmement... Ils dorment sur les deux oreilles quand ils font affaire avec nous, je pense. Donc, c'est pour ça que nos relations sont de très long terme. Sont très long terme, exactement. Écoute, on arrive déjà à la fin de notre épisode. J'essaie de regarder. On a pas mal touché. Est-ce qu'il y avait peut-être un point avant que je vous demande un peu s'il y a des choses que vous voulez partager, mais vous êtes parti carrément d'une PME, mais là, on peut vous qualifier de grande entreprise. Mm-hmm. Puis ça, c'est comment tu gères cette grande entreprise-là à échelle humaine? Comment on comprend que c'est important pour vous? Mais c'est quoi les défis que vous avez vécus là-dedans? C'est sûr que nous autres, on l'a vécu très progressivement, dans le sens qu'on n'a pas passé d'une PME à grande entreprise du jour au lendemain. Fait que ça s'est fait de façon très organique. L'intention est toujours la même. On a 3 points d'ancrage chez Morneau. On dit toujours ça. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre une décision dans l'entreprise, il doit se fier sur ces 3 points d'ancrage-là. La pérennité de l'organisation, rentabilité, développement durable, les clients, évidemment, qui sont au cœur, puis nos collaborateurs. Ça a toujours été nos 3 grands axes. Pérennité,
s'assurer que le client est bien servi, puis faire vivre une expérience à nos collaborateurs, un endroit où ils peuvent s'épanouir, être eux-mêmes et tout ça. Le défi qu'on a en ce moment, c'est que c'est sûr qu'on a passé d'une entreprise où on connaissait tous les noms des gens par cœur, que le party de Noël ou d'été, il était dans le cours au chalet de mes grands-parents. Non, mais il y a eu des deuils au travers du temps, tu sais. Oui, puis, c'est vrai. Oui. nous autres, on rentre dans... Ça m'arrive des fois d'être à l'épicerie, de voir un gars habillé en morneau, puis d'aller me présenter. Tu sais, de dire salut. Ils finissent par me reconnaître parce mais on s'est jamais croisés avant ça. Puis il a fallu qu'on s'en parle, la famille, pour dire OK, on s'est rendu ça, cette réalité-là. Puis c'est correct aussi. Oui. Tu sais, on est capable quand même, c'est juste qu'on le vit différemment, puis il faut que nos systèmes changent. Les valeurs sont encore là, les intentions sont la même. Mais on peut plus connaître chacun personnellement, puis bon. Mais ce qu'on a fait, je pense que c'est ça, peut-être le plus important. On a été s'entourer des gens qui avaient envie de vivre cette expérience humaine-là. Parce qu'au final, David puis moi, on a beau parler ici aujourd'hui ou faire une vidéo qu'on envoie partout dans l'organisation avec notre vision. Si le chauffeur il rentre le matin à Matane, puis son superviseur, il est bête ou il n'est pas à l'écoute, il ne va pas vivre une belle expérience chez Morneau. La culture, pour lui, ça va être ce qu'il vient de vivre en ce moment et non Catherine et David. Oui. Fait qu'on porte un soin extrêmement grand à ceux qui représentent notre management chez nous. Et ces valeurs-là, elles sont importantes. On a le respect, l'excellence, l'entraide, la responsabilisation. Puis dans notre recrutement, c'est inévitable qu'on va aller chercher des profils comme ça. Puis pour le reste, parce qu'on va continuer à prendre de la croissance, ça va être les mêmes critères. Puis si on fait des acquisitions d'entreprise, ça va être ces critères-là aussi. Après, on est quand même réaliste. Oui. À 1500, c'est pas vrai qu'on contrôle tout, qu'on sait tout puis que tout est parfait. Mais ça, on a appris à bien vivre avec ça, je pense. OK. Ça m'arrive régulièrement. Ça m'est encore arrivé cette semaine de croiser quelqu'un. Ah, salut, comment ça va? Elle dit, ça va très bien, David, toi-même. Oui, ton prénom encore? Ah, c'est Sandra. Ça fait 4 fois que je te le répète cette année, mais elle dit, je te pardonne, je t'aime beaucoup quand même. C'est ça, c'est la réalité. J'ai dit, excuse-moi, oui, j'ai lui. Elle dit, non, t'inquiète. Mais des fois, ça nous fait quelque chose parce qu'on a tellement vu nos parents connaître tous les noms par cœur. J'arrive d'un party de Noël, tu sais, tout le monde veut nous jaser, on est super accessible, David puis moi, puis il y a des chauffeurs qu'on connaît par leur nom parce qu'on a été sur le terrain, puis on a tellement de monde chez nous qui sont là depuis 20, 30, et là, cette année, on commence à avoir beaucoup de 40 ans d'ancienneté. Là. Wow. Là, David va aller dîner bientôt avec une collaboratrice que ça fait 40 ans qu'elle est aux opérations. On commence à en avoir beaucoup. Et puis ça, c'est, tu sais, j'aimerais ça, moi, aller luncher avec tous ceux qui ont 30, 35, 40. Mais la réalité, c'est que je faisais des fois 7 à 8 visites de terminal par année. On a des enfants. À un moment donné, je suis venue épuisée. Oh oui, et à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut être partout. Mais les gens, quand on rentre dans un terminal, on se sent chez nous partout. Ils sont tellement contents de nous voir que... On a envie justement de libérer nos agendas pour être capable encore plus de faire ça. Mais là, avec la bonne équipe que vous avez, c'est quelque chose qui va quand même être possible? Absolument. Oui, dans nos horaires, dans le fond, dans l'année. Je pense qu'au final, on est deux humains qui aiment le monde beaucoup. Là. Ça reste qu'on est des gens qui trippent sur l'humain et le personnage. Puis c'est ce qui nous drive à ce que les gens aient une belle expérience de travail chez nous puis qu'il y ait cette sécurité psychologique-là. De toujours être capable de dire qu'est-ce qu'ils veulent dire, ne jamais avoir peur d'un superviseur ou d'un coordonnateur ou de personne dans l'organisation, ni de moi-même, ni de Catherine. Oui. Puis d'être capable d'être toi-même dans l'organisation. Puis on s'intéresse aussi beaucoup aux gens. On voyage, on va les voir. Mais puis c'est drôle, anecdote, j'étais à Bécomo, au Sept-Îles, en février dernier. Puis après mes 2-3 jours de visite, les gens sont comme « Hey, on est content que tu sois revenu cette année. » Mais je suis jamais venu, moi, à Bécomo, Sept-Îles encore, les amis. On n'a jamais senti ça. On n'a jamais senti que tu n'étais jamais venu sur la Côte-Nord. C'est ma première fois sur la Côte-Nord. Je suis content de sentir que vous n'avez jamais senti que je suis jamais venu. Donc, au travers des vidéos Facebook, au travers des communications. On multiplie les initiatives de communication. On se promène. Il y a une année, puis on ne peut pas toutes les faire. Il y a une année, ça va être Fermont puis Goose Bay. Puis l'année d'après, 2-3 mois plus tard, c'est l'Abitibi. Puis une année, on split les parties de Noël. Il y en a, je ne sais pas comment. Là. Fait que là, on fait le calendrier à 3.
Les parties de Noël, qui fait quoi? Bon, je vais prendre Toronto, Montréal, Val-d'Or, puis prends Chicoutimi, puis André au travers de ça, puis m'amener crime, celle-là, on sera pas capable. M'attendre Nicole Morneau. Nicole, tu peux-tu te plaît aller au party de telle place? Puis on essaie quand même d'être présent pour les gens. Mais les gens le savent que je pense qu'on travaille très fort, puis je pense qu'ils nous pardonnent de ne pas savoir tous les noms de tout le monde. Dans le COVID, là, on faisait des shows de guitare chansonnier en ligne. Mais toi, t'aimes la guitare. Il y a des années de party de Noël du jour de l'an à 6 heures le soir avant que tout le monde rentre dans leur famille. Ben, Catherine et moi, on prenait une guitare puis le micro, puis on jouait. Il y avait plusieurs centaines de personnes, 200, 300, 400 en ligne, puis on chantait des chansons de chansonniers québécois au travers de l'écran. Puis je pense qu'au final, des fois, on se prend pas trop au sérieux non plus dans l'histoire. C'est ça, on reste juste fait qu'en terminant, quel serait le... Tu sais, dans le fond, c'est tellement inspirant de vous entendre. J'ai senti que vous m'avez parlé avec le Third Vault, là, vous m'avez parlé de manière authentique et tout ça. Mais y a-t-il un message qu'on voudrait laisser peut-être aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, de dire, regarde, là, qu'est-ce qui est important? De toute cette histoire-là, qu'est-ce que vous retenez? Ben, moi, surtout pour les relèves d'entreprise, les frères et sœurs actuellement qui avancent dans l'entreprise, puis essayez le plus possible d'aller relativement un petit peu où ça fait mal dans vos discussions. N'ayez pas peur d'être honnête puis de dire la vérité tout de suite. Allez dans le creux du sujet, même avec vos parents. Puis essayez par contre aussi d'ouvrir la porte à vos parents à vous dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement. Oui. Ne fermez pas la porte en ayant peur de ce que peut-être papa va vous dire ou maman va vous dire sur vraiment la réalité, sur peut-être vos skills internes, sur vos intérêts, sur ce que l'entrepreneur voit envers vous. Soyez ouverts quand même à recevoir ce message-là pour la pérennité de l'organisation et non pour votre ego personnel. Puis parlez des vraies affaires, puis allez chercher de l'aide si vous n'êtes pas capable. Parce que c'est ça des fois. Oui. On veut parler quelque chose, mais je ne suis pas capable de le dire à ma soeur, je ne suis pas capable de le dire à mon père. Dis-le à quelqu'un d'autre qui va t'aider. Tu vas le structurer. Puis ça peut prendre 1 mois, 2, 1 an peut-être, mais libérez-vous de ça. Quand l'amour est présent, je pense, entre frères et sœurs ou père, mère, dans une famille, c'est même tellement trippant. Même partenaire. Tu sais, dans des entreprises qui ne sont pas familiales, c'est les mêmes défis. Des fois, tu es en partner. Puis David, puis moi, on a toujours gardé vraiment un mode d'apprentissage. Nous autres, on a 40 et 41 ans, là, mais honnêtement, on a les mêmes discussions des fois quand on avait 20, dans le sens où rester dans l'humilité de dire hey, j'en ai pas assez d'une vie pour tout apprendre. Une grosse curiosité. On est curieux, puis on continue à aller dans des formations. Moi, je fais des retraites. On se donne ce temps-là d'arrêt. Cet été, je pars en congé de maternité. Ça me fait rire de dire ça, mais je suis pas enceinte, la gang, mais je reprends du temps avec mes enfants parce que quand j'ai eu mes enfants, c'était dans des périodes très turbulentes de l'entreprise. Fait que j'ai pas resté 1 an à la maison. Puis c'est correct, j'ai pas de regret de ça. Mais là, j'ai envie de passer du temps. Je me le permets. Oui. Puis peut-être autre chose que je dirais en mode apprentissage, puis vraiment d'écouter. On parlait tantôt de la voix du ventre, mais nous autres, là, on se laisse beaucoup aller dans nos folies, notre créativité, nos intuitions. Puis la pire affaire qui peut arriver, c'est que l'équipe va dire « il me semble que ça, c'est pas faisable », mais on se laisse vraiment une espèce de liberté de penser. Puis oui, on a fait des études, on est dans des groupes et tout ça, mais on est capable de prendre nos apprentissages externes puis de les jumeler avec notre ressenti interne. Puis ça, on n'essaye pas d'être autre chose que ce qu'on est vraiment. Parce que quand on commence à être à côté de la traque, c'est là qu'on a fait des erreurs. C'est là que quand on a essayé d'être des entrepreneurs ou de copier un modèle. Non, mais c'est vrai, on a fait tellement de tests. Maintenant, là, ça marche pas. On continue d'être curieux puis d'apprendre, mais on retourne toujours à qu'est-ce qui est important pour nous. Puis cette ligne-là, elle est plus fluide. On n'est pas obligé d'être toujours en train de se battre puis que ce soit dur. On dirait qu'on a appris, entrepreneurs, si c'est pas tough puis t'as pas des claques d'en face à longueur de journée, ben c'est pas ça l'entrepreneuriat. Ouais. Nous autres, on est comme... Honnêtement, on dort bien le soir. On a énormément d'humour dans ce qu'on fait. On se prend pas toujours au sérieux. Non, mais c'est vrai, tu sais. De vivre l'entrepreneuriat de la façon qu'on veut le vivre, fait que de se laisser cette liberté-là, je pense que David puis moi, c'est un peu un créneau qu'on a. Exact. Fait que, hey, ben merci. Merci pour l'invitation. Merci vraiment. Merci d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Puis, oh mon Dieu, que ça me fait du bien, moi. Des vraies conversations comme ça, authentiques, sincères. Puis, tu
J'ai regardé votre site web ce matin, puis tu sais, là, quand on dit on livre la marchandise dans tous les sens du terme, là. Ben, je vous souhaite de livrer la marchandise encore plusieurs années parce que vous êtes 2 êtres humains exceptionnels. Je vous aime beaucoup, puis je vous souhaite une belle pérennité, longue vie, puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Très gentil. Merci. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'Hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.